Il est 9h10 et c'est le débat du jour avec au sommaire ce matin Louis Dauphren. Eh bien forcément le Proche-Orient, on va commencer par ça, savoir si nous allons vers une extension du conflit et puis à l'aube du 7 octobre, comment les choses se présentent, quelle analyse peut-on faire de cet antagonisme qui a aussi un fondement religieux. On parlait ce matin avec Charles Anderlin de l'opposition entre deux fondamentalismes juifs et islamiques. Est-ce que ça, c'est la clé de la question ? Est-ce que cette société, les deux sociétés qui s'opposent sont condamnées à s'affronter éternellement ? C'est une question qu'on pourra poser à nos deux débatteurs. Et qu'on pose aussi à nos auditeurs. Une extension du conflit est-elle évitable ? Dites-nous ce que vous en pensez par mail direct@rcf.fr et direct@radio-notre-dame.com. Et pour en parler ce matin, nous sommes accompagnés de Laurent Geoffrin. Bonjour. Bonjour. Ancien directeur du journal Libération, vous êtes notamment l'auteur de La conquête de la liberté de Mirabeau à Mitterrand, le roman de la France chez Talandier. Et bonjour Jean-François Colossimo. Bonjour. Essayiste, écrivain, historien des religions, directeur général des éditions du Cerf. Merci à tous les deux d'être présents, c'est le débat du jour. C'est le Nouvel An juif en ce moment et le pape François aussi a appelé à une journée de prière et de jeûne pour la paix dans le monde le 7 octobre. Donc les dates coïncident et on voit qu'il y a un arrière-fond quand même théologique assez fort à ce conflit. On va voir dans quelle mesure on peut l'analyser, mais on va évidemment faire porter nos considérations d'abord sur ce qui se passe et sur la possible escalade, c'est le mot qui est le plus en plus répandu aujourd'hui, entre l'Iran et Israël. Jusqu'où pouvons-nous aller ? Il y a des missiles qui sont tombés ou qui ont visé Jérusalem, ce qui est un acte singulier, semble-t-il. Laurent Geoffrin, Jean-François Colossimo, est-ce qu'on peut imaginer qu'un curseur supplémentaire soit franchi ? Jean-François ou Laurent, comme vous voulez. Écoutez, d'abord, il faut bien comprendre que le conflit est étendu depuis le départ. C'est pas parce qu'on réalise aujourd'hui que ce conflit, en fait, est totalement régional, qu'il ne l'est pas depuis le début. L'affaire du 7 octobre, l'attaque du Hamas, se place dans un contexte, effectivement, infiniment plus large, qui est que le conflit israélo-arabe est devenu, au fil du temps, le conflit israélo-palestinien, qui est aujourd'hui le conflit israélo-iranien, n'est-ce pas ? Alors, l'Iran, République islamique depuis 1978-79, son ADN, c'est la destruction d'Israël. Voilà. Pourquoi ? Parce que quand on est persan et chiite, pour gagner les masses arabes qui sont sunnites, comme on est doublement à la périphérie, il faut faire de la cause palestinienne son étendard. Dans ce sens-là, l'Iran n'a pas cessé de développer, en fait, à travers ce qu'on appelle ses proxys, qui est un mauvais mot, c'est un mot anglais, il faudrait dire ses mandataires, n'est-ce pas ? Qui sont effectivement le Hamas, le Hezbollah, les Houthis et d'autres milices, parce que le Proche-Orient, désormais, c'est la terre des milices, ce qu'il faut bien comprendre, avec une destruction des États. Donc, je dirais que Téhéran, avec beaucoup d'intelligence, a tendu un piège à Israël à travers le 7 octobre, qui était la création de multifronts. Aujourd'hui, on voit qu'Israël a surmonté ce piège par la supériorité de son renseignement et la supériorité de sa technologie, n'est-ce pas ? Alors, des escalades, il y en aura peut-être. Est-ce que tout le monde veut aller à la confrontation générale ? La réponse est non. Et principalement, il y a un acteur qui ne veut pas aller à la confrontation radicale, c'est l'Iran. Puisque l'Iran est aujourd'hui une puissance nucléaire du seuil, mais pour l'instant, même si les Iraniens sont très doués en mathématiques, balistiques, etc., l'Iran n'est pas armé avec des bombes miniaturisées capables d'être portées sur des missiles, n'est-ce pas ? Et puis on voit que, qui plus est, le dôme de fer israélien fonctionne. Donc Israël est sorti de ce piège parce que Israël a réduit les capacités, je dirais, de combat du Hamas, ça d'une manière indiscutable, et désormais du Hezbollah qui est décapité. Qui plus est, Israël a fait une guerre, effectivement, de propagande, en déclarant, avec ces histoires un peu folles, comme quoi un grand dignitaire iranien aurait marqué la main de Nasrallah, le chef du Hezbollah, d'une marque radioactive, ce qui aurait permis... Mais ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire Téhéran est complètement infiltré par le Mossad, n'est-ce pas ? Ce qu'a d'ailleurs repris Ahmadinejad, l'ancien président très apocalyptique et messianique, qui, pour revenir au pouvoir, a dit « Vous voyez, le système est pourri, enfin, etc. » Et lui, il s'emparait de ça pour faire la politique intérieure. Donc, le Hezbollah, les gens du Hezbollah, ce Hezbollah décapité, se sont dit « Mais où est l'Iran ?» Et l'Iran s'est dit « Nous sommes bafoués, il nous faut réagir. »
Alors, c'est cette réaction qu'on essaie de... La réaction n'a pas été si démesurée. Maintenant, la véritable question, c'est de savoir si les États-Unis vont arriver à influencer Israël pour que Israël, effectivement, ait une réponse mesurée pour capitaliser, en fait, sa sortie du piège iranien, ou si Netanyahou, pris dans sa propre trajectoire politique, va passer la borne. En fait, vraisemblablement, on va vers plutôt une victoire assise d'Israël, avec la possibilité pour la première fois de voir un régime iranien très ébranlé, fissuré de l'intérieur, et deuxièmement, des gouvernements arabes qui, eux, ne sont pas du tout mécontents de savoir que le Hamas et le Hezbollah sont au tapis. Je bien dis les gouvernements, pas forcément la rue arabe. Laurent Geoffrin. Je crois que les deux gouvernements constitués, les deux États constitués qui sont les principaux protagonistes, donc l'Iran et Israël, essayent, je réponds à votre question, est-ce que ça va s'étendre? Ils essayent de limiter, en fait. Alors c'est paradoxal, vu qu'ils ont envoyé, je sais plus, 180 missiles sur Israël, mais ils savaient très bien que dès le départ des missiles, ils sont détectés et que ce dôme de fer, comme on dit, fonctionne assez bien. Donc c'est plus un message violent, mais enfin c'est quand même un message qui vise à essayer d'effacer partiellement l'humiliation que les Iraniens ou que leurs alliés ont subi depuis un an. Et donc, ils essayent de ne pas perdre la face en disant « mais si, on a une capacité, regardez, on frappe Israël, etc. » Sachant très bien que s'il n'y a pas de perte civile côté israélien, la réplique israélo-américaine, qui est probable, ils vont quand même répliquer, va être également calculée, quoi. Alors, c'est des calculs dangereux, tout ça, parce que les guerriers font des calculs, parfois ça leur échappe, donc ça peut toujours dégénérer. Mais enfin, pour l'instant, ça a l'air maintenu dans le langage de la guerre, quoi, le langage violent de la guerre. Mais ce qui me frappe, je rejoins Colosimo, là, mais je vais le dire de manière plus nette, c'est l'incroyable stupidité du Hamas. C'est des gens stupides, ces gens-là. Alors, ça ne m'étonne pas, vu que c'est des fanatiques religieux, donc ça va avec. Mais ce sont des gens, il y a un an, qui déclenchent une attaque barbare et qui prennent 200 otages en se disant Israël, c'est une démocratie, donc ils sont faibles. Comme on aura 200 otages, ils ne vont pas oser répliquer. Et puis, comme ils font attention à l'opinion mondiale, ils seront paralysés plus ou moins. Ils ont fait ce calcul stupide. Et c'est évidemment le contraire qui s'est produit, puisque c'est le côté barbare de l'attaque a entièrement mobilisé la population israélienne derrière son armée, et même derrière son gouvernement qui était sur le point de tomber. Donc ils ont remis en selle Netanyahou, bravo, et ensuite ils sont censés quand même défendre les intérêts des Palestiniens. 40 000 morts, hein. Ils défendent les intérêts des Palestiniens, il y a 40 000 morts chez les Palestiniens. Il faut être un crétin, quoi. Et ensuite, ils entraînent le Hezbollah dans l'affaire, qui se sent obligé de les soutenir, parce que tout ça, c'est effectivement plus ou moins manipulé par l'Iran. Et donc, le Hezbollah envoie des missiles sur le nord d'Israël. Évidemment, ils attirent la foudre. Et qu'est-ce qui apparaît à la fin des fins? C'est que la cause palestinienne a reculé de 20 ans, que Israël va marquer une victoire éclatante. C'est en cours, là. Alors, ça peut toujours déraper ou aller dans le mauvais sens. Pour l'instant, c'est une victoire éclatante. Ils ont démontré une supériorité militaire absolue. Et supériorité du renseignement. Y compris vis-à-vis de l'Iran. Parce que l'Iran n'a pas d'aviation. On oublie toujours ça. Ils ont des missiles, mais ils n'ont pas d'aviation. Donc, si les Israéliens décident de les attaquer, ils ne peuvent pas se défendre. Ils seront bombardés sans pouvoir rien faire du tout. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils font des répliques calculées, parce qu'autrement, eux aussi, ils vont attirer la foudre. Comment expliquer cet amateurisme alors que des milliards, des dizaines de milliards ont été engloutis dans ces mouvements quand on mélange la religion et la stratégie militaire ou la stratégie diplomatique, c'est une catastrophe. C'est ce que Richelieu avait compris, d'ailleurs, parce qu'il était intelligent, donc il pensait qu'il fallait... Qui était un homme d'église, aussi. Certes, oui, mais justement, il était les deux. Il avait compris que les croisades, que les guerres de religion, ça avait quand même beaucoup d'inconvénients, y compris pour les intérêts de l'État qu'il était censé diriger. C'était un homme d'État, en même temps qu'un cardinal, considérait qu'il fallait passer des accords indépendamment des convictions religieuses des uns et des autres. Donc il pouvait s'allier avec des puissances protestantes. Et ces imbéciles d'intégristes islamistes, ils ne comprennent rien à tout ça. Les Iraniens, c'est un État. Donc, eux, ils ont cette double logique. Bon, ils ont des buts religieux, mais ils défendent des intérêts d'État, d'une nation, d'une vieille nation, millénaire, etc. Donc, ils sont pas totalement irrationnels. Le Hamas, si.
Jean-François Colossimo. Oui, enfin, sur un plan, je suis d'accord avec Laurent Geoffrin, ça devrait pas aller trop loin, mais évidemment, il y a toujours ce qu'on appelle la possibilité d'un dérapage. C'est le vrai risque. Le vrai risque, c'est en fait le côté incontrôlé. Tant que ça reste sous contrôle, en fait, et les deux parties veulent que ça reste contrôlé, même si encore une fois... Les deux gouvernements. Oui, les deux gouvernements. Les deux parties dans la guerre. Oui. Mais, en fait, il faut bien se rendre compte que tout de même, le 7 octobre a fait vaciller la conscience juive, israélienne, mais aussi universelle, parce que le mythe de l'invincibilité d'Israël a été sérieusement touché, que d'un coup, effectivement, le 7 octobre, avec son cortège d'horreurs, de véritables horreurs, a réveillé le souvenir des pogroms, mais aussi surtout la mémoire de la Shoah et de la possibilité de la Shoah. Et que donc là, je dirais que Israël, par-delà sa victoire militaire fondée sur le renseignement et la technologie, et la maîtrise du renseignement et de la technologie, vraiment une capacité tout à fait étonnante, que Israël a surtout restauré aussi l'équilibre. La terreur a changé de camp. C'est les gens du Hezbollah qui vivent dans la terreur de savoir ce qui va leur arriver demain. N'est-ce pas ? C'est plus les Israéliens, là. Et ce renversement, d'un point de vue, je dirais, des représentations symboliques, c'est la plus grande victoire, en fait, n'est-ce pas ? Et puis, l'autre victoire, parce qu'il y a eu un discours de Netanyahou assez intelligent, adressé au peuple iranien, c'est de leur dire, nous luttons aussi pour que vos enfants aillent à l'école plutôt que l'argent de votre État parte chez les terroristes. Tu vois. Donc il y a aussi, malgré tout, l'amorce d'une volonté de réforme de la région qui passe en fait par la libération, l'émancipation des Iraniens face à ce régime. Émancipation que les femmes iraniennes réclament tous les jours dans la rue. Alors justement, on fonde beaucoup d'espoir. Donc je veux dire par là, c'est quand même, on est sur un point de bascule. Alors est-ce que le régime va sombrer ? C'est pas sûr. C'est la question qu'on se pose. Est-ce que l'Iran, est-ce que l'évolution de l'Iran et la pression qu'exerce la société civile iranienne sur des mollahs qui s'approchent au pouvoir, la conjonction des deux, en tout cas, c'est fort. Est-ce que ça peut faire évoluer ? Est-ce qu'on attend quelque chose de ce côté-là ? Laurent Geoffrin, Jean-François Colossimo. On attend ça depuis Khomeini, mais ça n'a pas l'air de venir. Ils ont ils continuent de résister. Hein. Ils ont un appareil militaire et policier redoutable. Donc les pauvres femmes iraniennes qui se battent, elles n'ont pas de fusil. Elles, donc, les passes d'Aran ont leurs casernes surarmées, évidemment, avec des miliciens en surnombre au centre de toutes les villes. C'est ça qu'il faut comprendre. La seule chose, ça peut venir, c'est comme le communisme, ça peut venir de l'intérieur. C'est-à-dire qu'une partie des dignitaires s'aperçoivent qu'ils sont dans une impasse. Et que finalement, si on maintient une façade ou certains intérêts ou certains dogmes religieux auxquels on ne s'attaque pas trop, ils sont peut-être prêts à ouvrir un peu leur politique intérieure et avoir une politique étrangère moins agressive et moins dangereuse, y compris pour eux. Ça peut se produire, mais pour l'instant, rien ne le... Parce qu'il y a des élections libres en Iran, mais il n'y a que les gens du régime qui peuvent se prononcer. À chaque fois, les Iraniens choisissent en général, sauf tricherie, le mollah le moins cinglé, quoi. Et bon, alors là, ils ont encore fait ça. Ils ont je ne sais plus comment il s'appelle. Il a l'air un peu moins fou que les autres. Mais c'est tout. Pour l'instant, la seule évolution, c'est celle-là. C'est à l'intérieur du... C'est comme au Parti communiste de l'Union soviétique. Il y a différentes factions mystérieuses. On ne sait pas très bien comment ça marche à l'intérieur. Et puis, d'un coup, il y en a un qui sort, Gorbatchev, et qui dit, finalement, on s'est trompé. Ça fait 70 ans qu'on s'est trompé. Il faut attendre le Gorbatchev iranien, alors. Oui, voilà. Mais en fait, on risque d'attendre longtemps. Ouais, un scénario possible, parce que c'est le millefeuille iranien, n'est-ce pas ? C'est un millefeuille oriental, c'est-à-dire il y a des groupes, il y a des clans, il y a des intérêts. Tu vois, on est plutôt quand ils se réunissent, on est plutôt sous la forme de la réunion des 5 familles de mafieuses de New York que véritablement dans un organe d'État comme nous on le comprend. C'est la société orientale, n'est-ce pas ? Et par rapport à ça, ce qu'on peut imaginer, parce qu'il y a quand même une vraie rumeur, il y a 2 rumeurs qui courent. D'abord, le guide est au bout du rouleau physiquement, et il est opiomane, Khamenei. Opiomane parce qu'il souffre de multicancers. Ce sont des rumeurs, c'est ça que vous dites. Non, oui, mais en fait, ce sont un peu plus que des rumeurs. Si Jean-François le dit, c'est que ça doit être un peu plus. C'est un peu plus que des rumeurs, c'est-à-dire ce sont des choses que les iranologues
acceptent volontiers de partager et considèrent à peu près quand même comme, je dirais, assuré. Le régime vit abondamment du trafic de drogue. Bien sûr. Le guide bien est sûr. un baba cool, Ouais. si je comprends bien. Non, c'est... Non, C'est un beatnik. Alors là, il est caché parce que effectivement, Il a un quand turban, mais Netanyahou, c'est un beatnik. C'est quand l'imam. Netanyahou dit on peut C'est frapper... pas l'imam caché, c'est l'imam planqué. Ouais. Voilà, oui, c'est ça. On peut frapper qui on veut. C'est à lui qu'il parle. Hein, tu vois, donc ils l'ont mis, je sais pas, dans un bunker peut-être étanche cette fois-ci aux bombes perforatrices. Donc la première rumeur, c'est celle-ci. Et la deuxième, c'est que Raisi, le président précédent, qui est mort mystérieusement d'un accident d'hélicoptère, qui n'a jamais été revendiqué par aucun service, même pas le Mossad, ça serait, c'eût été, ça aurait pu être. C'est probablement un règlement interne, c'est le guide qui l'a fait exécuter pour réserver en fait sa succession à son fils. Tout ça, ça veut dire quoi? Toutes ces rumeurs veulent dire quoi? Qu'on est dans un appareil d'État qui est devenu confus, où il y aurait des règlements de compte à l'intérieur, etc. Une telle situation peut favoriser l'arrivée au pouvoir d'un militaire, d'un passe-d'Aran, qui va être fatigué de prendre des déculottés au Liban, à Gaza, etc., et qui va vouloir se replier. Dans ce cas-là, on aurait probablement, parce que c'est la seule solution possible, un gouvernement de transition. On ne va pas passer en Iran de... Aujourd'hui, De l'ombre à la lumière. 50 ans de république islamique, d'un coup, à une démocratie épanouie et parfaitement régulée. Probablement, il y aurait un gouvernement militaire de transition nationale, enfin, etc., dont la première préoccupation serait quand même de calmer le jeu dans la région. Ça permettrait aux Iraniens, qui sont ultra doués d'un point de vue culturel, il faut quand même le dire, c'est un grand peuple de ce point de vue-là, de commencer à pouvoir véritablement influer sur la mentalité de la région. Parce qu'en fait, on a besoin de l'Iran comme une puissance libre, ouverte, pour réguler la région, parce que les Iraniens ont cette capacité, en raison même du chiisme, d'accélérer la réforme dont l'islam a besoin. Et en fait, un Iran désislamisé d'un point de vue politique, avec même, je dirais, un régime un peu comme on a aujourd'hui à l'égyptienne, enfin, etc., ce serait déjà un immense progrès pour les Iraniens et pour la région. On dit que, en tout cas c'est un des observateurs qui a fait cette remarque, que les sociétés israéliennes et la société iranienne, finalement, à travers la jeunesse, se ressemblent assez. C'est-à-dire il y a un mode de vie occidental pour une partie, aussi bien en Iran qu'en Israël, et qu'en fait, 3 millions de blogueurs en Iran. eh ben, est-ce qu'on peut C'est pas, la est-ce qu'on peut liberté. fonder un espoir, Laurent Geoffrin, sur le fait que les jeunes, la jeunesse, est-ce que c'est un espoir et un rêve d'occidental, finalement trouvent des accointances que les pouvoirs Moi, je ne ne crois trouvent pas que pas. ce soit Oh non, occidental. non. Enfin, je viens de faire un livre sur la liberté, sur la conquête de la liberté Alors, justement. en France. C'est une aspiration universelle, contrairement à ce qu'on dit. Les cultures sont diverses, elles sont très fortes, tout ce qu'on veut, les identités nationales ou régionales, ou culturelles, etc. Mais l'aspiration à la liberté, c'est tout le monde. Eh bien, on continue d'en parler dans le débat Allez, du jour. juste après la... Le débat du jour continue, nous sommes toujours en compagnie de Jean-François Colossimo et Laurent Geoffrin, et vous pouvez réagir par mail direct@rcf.fr, direct@radionotre-dame.com. Et on va reprendre sur l'idée, avec Laurent Geoffrin, sur l'idée que les sociétés civiles, la jeunesse, peuvent-elles fonder un espoir de liberté pour des pays comme l'Iran, qui sont cadenassés par un régime, comme l'a dit Jean-François, corrompu, qui est un peu en fin de règne et qui s'accroche à tout prix? À mon avis, oui, ça peut se produire. Ça s'est déjà produit dans certains pays. Mais évidemment, les pouvoirs résistent de toutes leurs forces. Et comme ils ont les fusils de leur côté, les policiers, les prisons, la torture, etc., c'est très difficile, c'est très dur. Mais l'aspiration est générale. C'est-à-dire que si vous regardez bien l'état de la planète, les régimes de liberté ont reculé depuis 20 ans, mais ils avaient progressé de manière fantastique. C'est-à-dire que le communisme est tombé, le nazisme, on sait. Toutes les dictatures sud-américaines étaient tombées. Avant, il y avait eu la Grèce, l'Espagne, le Portugal. Enfin, la démocratie avait l'air de progresser en permanence. Pourquoi? Parce que tout citoyen préfère que son État soit limité dans son arbitraire plutôt que libre, plutôt que répressif sans limite. Les gens préfèrent plutôt des régimes où, comme disait Churchill, quand on sonne le matin, chez vous, on sait que c'est le laitier, quoi, et que c'est pas la police.
Et les gens préfèrent plutôt ça, en général. Et c'est universel, ça. Alors parfois, ça peut être minoritaire. Alors, il y a des forces contraires, des forces idéologiques ou religieuses ou identitaires qui font que la liberté ne triomphe pas. Mais les gens préfèrent être libres plutôt que contraints, en général. Un scénario je l'ai dit, à l'Est allemande est-il envisageable dans un pays comme l'Iran? Non, attendez, d'abord, il y a un véritable problème, c'est qu'il y a eu une espèce de martyre du sang. C'est d'ailleurs très inscrit dans l'esprit chiite, avec à la fête de l'Ashura, vous savez. Il se flagelle. Oui, bon, quand on va voir les Semaines Saintes aux Philippines, c'est souvent pas mieux. Donc, ne faisons pas de... Mais les Iraniens ont fait plusieurs révolutions. Ils ont fait une révolution au début du XXe siècle. Ensuite, ils ont eu des combats. Mossadegh, nationaliste, chassé par la CIA. Ensuite, il y a eu la guerre Iran-Irak. Et avant ça, la révolution. Il y a eu des bains de sang sans arrêt. Donc il y a une forme de réticence aujourd'hui face à un affrontement aussi. Tant de vies ont été perdues. La deuxième chose, c'est que démographiquement, en fait, 80% des Iraniens qui vivent en Iran, parce qu'il y a une très forte immigration, il faut le savoir, qui a été constante depuis l'arrivée de Khomeini au pouvoir, 80% qui sont là n'ont connu, c'était en 79, n'ont connu que la République islamique. Ça aussi, c'est un point très important. Le troisième point, c'est qu'on est sur l'organisation du bazar. C'est le bazar qui tient l'Iran, et le bazar, c'est le clientélisme. Et l'État actuel, qui n'est pas un État, l'espèce de mafia qui règne, religieuse, politico-religieuse, elle a de fortes clientèles aussi, et ces clientèles tiennent, encore une fois, les moyens de répression. Voilà. Donc ça, il faut bien le comprendre. La deuxième chose qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque les femmes iraniennes manifestent, elles manifestent pour leurs droits. Elles ne manifestent pas pour devenir des Californiennes, tu vois. Elles veulent probablement, parce que les Iraniens sont quand même très patriotes et très fiers de leur identité, elles veulent rester pleinement iraniennes à Téhéran. Mais encore une fois, donc c'est pas un débat, parce que quand on dit c'est l'Occident, en fait, on entre dans le piège que formulent un peu toutes ces autocratures, à savoir, ils disent à leur peuple, vous voyez, ne devenez pas des dégénérés comme les Occidentaux, où on ne règne que le wokisme, etc., etc. Ah non, il y a des aspirations à la liberté. Les Ouïghours en Chine, ils pensent à leur liberté. Les Kurdes en Turquie, ils pensent à leur liberté, etc. Vous voyez ? Donc je pense que là-dessus, effectivement, ce qui est en brèche aujourd'hui, c'est l'universalisme. Alors je pense que nous, en tant que Français, on doit véritablement témoigner de cet universalisme. Encore une fois, non, les droits humains ne sont pas une invention de l'Occident pour essayer de capter les peuples et de les administrer selon 2 poids 2 mesures, comme il nous est reproché. Alors, qu'on n'ait pas toujours été brillants, c'est autre chose. On les a utilisés comme ça pendant toute la période coloniale, c'est vrai. Oui, non, mais qu'on n'ait pas toujours été brillants, c'est une chose, mais ça ne change pas le problème de la vérité, de l'universalité des droits. Voilà, c'est ça que je veux dire. Là-dessus, il y a une convergence vraiment entre vous là-dessus pour dire l'universalisme n'est pas le faux-nez de la domination occidentale. Non, les Occidentaux ont contredit leurs propres principes. Alors, donc ils sont très coupables à beaucoup d'égards. Mais ça ne veut pas dire que ces principes sont mauvais. Le génie de l'Europe. C'est comme si on disait, regardez, il y a eu l'Inquisition, les guerres de religion, donc le catholicisme est faux. C'est un peu le même genre de raisonnement, quoi. Il est peut-être faux pour d'autres raisons, mais pas pour cette raison-là. Et donc les principes élémentaires, en plus c'est presque du bon sens, quoi. Ça consiste à dire, l'État est limité, il n'a pas le droit de mettre les gens en prison sans que ça passe par un juge indépendant. Il faut voter pour désigner les dirigeants. On ne veut pas soit de dictateur, soit de monarchie héréditaire ou ce genre de choses. Et, enfin, tout ça, c'est des principes qui sont passés maintenant dans le sens commun depuis la Révolution. Et les gens y tiennent d'ailleurs beaucoup plus qu'on ne dit. Que si c'est vraiment menacé, vous verrez qu'en France, les gens se lèveront. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tous les analystes politiques se sont gourés sur les dernières élections. C'est qu'ils croyaient que le Rassemblement national était devenu un parti comme les autres et donc qui risquait de prendre le pouvoir avec l'assentiment du corps électoral. Et puis quand ils sont rapprochés de cette possibilité, il y a eu une mobilisation électorale incroyable où il y a des gens de LFI qui ont voté pour la droite, des gens de droite qui ont voté pour LFI, pour empêcher le Rassemblement national. Parce qu'ils considéraient que c'était une menace, à tort ou à raison, je ne juge pas, enfin, les gens ont considéré que c'était une menace pour les valeurs républicaines et pour les libertés, au fond.
Et donc on est arrivé à ce paradoxe qu'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, ça reste le RN qui est un petit peu l'arbitre du jeu. Ah bah, Oui, Voilà, mais je et vais c'est quand même gâcher- paradoxal. Vous avez 30% Je vais quand des même gens qui gâcher votent RN, c'est votre vrai. transition, juste pour Ça fait une montrer qu'on transition est- vers le discours de Oui, politique mais générale, c'est qu'on n'est parfait. pas toujours d'accord sur tout quand même avec Laurent Geoffrin, c'est que le génie de l'Europe, évidemment, ce n'est pas d'être immaculé. Le génie de l'Europe, c'est le retour critique sur soi, n'est-ce pas ? Et la capacité de demander pardon et de se rendre compte qu'on est toujours capable, en tant qu'être humain, d'être dans l'inhumanité. Bon, il n'est pas du tout sûr que même l'Europe des Lumières eut cette qualité de capacité critique de retour sur soi si l'Europe n'avait pas été chrétienne. Voilà. Il faut quand même le dire au passage, parce que l'autocritique, Tout le de même, repentir et la demande de pardon, ce sont plutôt des vertus évangéliques que robespierristes. Qu'en pense Laurent Geoffrin? Moi, je pense qu'il y a une parenté entre le... Enfin, bon, on part dans un débat un peu philosophique, mais Non, mais c'est pas gênant. sur cette antenne. entre les principes chrétiens et les droits de l'homme. Et ça se ressemble à certains égards. Il y en a un Sauf qui- que nous, on a enlevé Dieu, Dieu n'y est plus. Mais les principes, le fait de la réciprocité, c'est-à-dire les droits des uns sont la limite du droit des autres, il faut traiter les gens dignement, puisqu'on souhaite soi-même être traité dignement, tout ça, ce sont des principes qu'on retrouve dans la religion catholique. Donc il y a un point de convergence, là. Il y a un bain culturel qui fait qu'on ne peut pas échapper à certaines références qui vont au-delà de l'immanence, au-delà de la politique, au-delà des choses, qui fait que on est quand même conditionné par ça. Même si on met Dieu de côté, on n'échappe pas à une logique au moins culturelle. Oui, parce que je ne crois pas du tout à la... Enfin, il y a certains qui pensent ça, mais que la République et la religion soient, par définition, contradictoires. Oui, elles le sont sur la question de la transcendance. Les républicains ne croient pas encore que aux États-Unis, la transcendance y est. Mais enfin, en France, les moins. républicains français, pendant très longtemps, je suis désolé. Je suis désolé. Tous les républicains, Robespierre veut un culte de l'être suprême. Il a besoin d'un c'est vrai. principe transcendant. C'est vrai. C'est c'est la fin de la Enfin, transcendance. Ça date de 1968 dans les esprits, pas avant. Même à gauche. Non, mais c'est... non, par contre, on a eu une bataille très dure sur la question de savoir qui éduquait la jeunesse. Avant, c'était l'Église. Les républicains ont dit non, c'est fini, c'est plus l'Église, c'est nous maintenant. Et donc, c'était les batailles du début du XXe siècle qui ont été heureusement gagnées par la République. Oui, là, il y a un besoin de transcendance aujourd'hui. Comment peut-il s'exprimer sans que celui-ci prenne des aspects caricaturaux comme on peut le voir en Iran, par exemple? Mais la transcendance, à mon avis, pour la France, c'est son héritage historique qui est celui du combat de 2 siècles pour un régime plus libre. C'est ça, la transcendance. Et les autres transcendances, c'est des transcendances particulières. Il y a des religions, elles ont le droit d'exister. On ne va pas rétablir une espèce de religion d'État, ça serait ridicule. On n'est pas Robespierre, justement. Allez, on parle du discours de politique générale. Une réflexion encore pour échanger là-dessus avec Laurent Geoffrin ou pas? Non, c'est que Jean-François. c'est ce qu'on peut regretter, mais c'est peut-être un long débat et un débat peut-être qu'on a déjà eu et qu'on aura encore avec Laurent Geoffrin, c'est que la France commence pas en 1789, voilà. Et que même 1789 ne s'explique pas sans tout ce qui a précédé. Et qu'en fait, il faut retrouver une histoire unitaire de France, retrouver aussi une politique unitaire de France. C'est ce qu'a voulu faire De Gaulle avec la Ve République. Ve République dont on voit qu'elle a assuré la paix civile après 4 républiques, 2 empires, 3 restaurations, quelques directoires, etc. C'est-à-dire, et puis quelques régimes innommables comme l'État français de Vichy. C'est-à-dire que depuis 1789, la France court comme un canard à qui on a coupé la tête de tous les côtés et n'a jamais eu que 20 régimes, tu vois. 20 régimes en 2 siècles, ça en fait un tous les 10 ans en moyenne. Oui, mais à la fin, c'est la République qui gagne. Le général de Gaulle, c'est comme au football. Le général de Gaulle avait restauré dans la Ve République les 2 versants, le versant républicain, le versant monarchique. Le quinquennat a déjà abîmé ça. Monsieur Barnier veut un peu plus l'abîmer avec la proportionnelle, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on revient au régime des partis, au régime de la 4e, c'est-à-dire le régime, en fait, qui quand même faisait tirer dans les colonies, le régime républicain qui faisait tirer sur les indigènes, comme on disait à l'époque dans les colonies, n'est-ce pas? Avec quelques hommes de gauche, d'ailleurs, qui étaient aux manettes. C'était les théoriciens de la chose. Oui, voilà. Donc, je veux dire, oui, Monsieur Ferry, c'était aussi un républicain. Je ne parle pas de Luc, je parle de l'autre. Et c'est lui quand même qui était combattu par Clémenceau, un Vendéen
rouge, mais un Vendéen tout de même, quand M. Ferry prétendait que... quand M. Ferry prétendait que nous allions civiliser ces peuples qui étaient des peuples inférieurs. Le discours de est formidable. Voilà, donc ce que je veux dire, voilà. En tout cas, république, ça veut dire qu'il y a quelque chose de métapolitique, qu'il y a des valeurs qui sont justement transcendantes, simplement, au simple régime démocratique. C'est-à-dire ce que vient d'expliquer Laurent Geoffrin, par exemple, une certaine idée de la France qui fait qu'effectivement, il y a eu un rejet de la possibilité de voir le Rassemblement national arriver au pouvoir. Bon, ben, ça, c'est du métapolitique. Moi, je suis d'accord pour la res publica. Bon, après, républicain, pour dire la vérité, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, parce qu'il y a une république islamique. Il y a une république islamique, on vient d'en parler. Il y a des républiques bananières. Oui, bien sûr. Non, mais on s'entend sur oui. Mais on veut dire démocratie. La res publica, c'est un mot de la monarchie française tout le long de son existence, pendant des siècles. Non, c'est la forme française de la démocratie. Si c'est plus démocratique, c'est plus non plus. Bah, c'est une forme supra-démocratique. C'est ça qu'il faut comprendre. La République, elle engage des valeurs métapolitiques au sens simplement du résultat des scrutins. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc c'est quand même une forme de transcendance. C'est-à-dire qu'il y a un bien commun. La représentation... Mais on se demande, justement, si on fait écho un peu au discours de politique générale de Michel Barnier, qui peut paraître très terre-à-terre par rapport aux ambitions que vous affichez. Bah, il ne pouvait pas faire autrement, le pauvre. Sinon, déjà... Non, il s'est placé. Il a essayé de se placer, comme beaucoup d'hommes politiques, du point de vue, en disant, ce que je dis là, c'est difficile, il y a des efforts à faire, mais c'est au nom de l'intérêt public. Et il est un peu crédible là-dedans, parce qu'on ne le soupçonne pas d'ambition personnelle au-delà de Matignon. C'est déjà pas mal d'être Premier ministre. Mais on ne pense pas qu'il va se présenter aux élections présidentielles. Ça peut venir d'ailleurs, si jamais il réussit. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc les gens se disent, oui, celui-là a l'air sincère. Est-ce que ce n'est pas une nouvelle manière de faire évoluer notre vision de la politique, de se dire on ne veut plus d'arrogance, on ne veut plus de discours surplombants, on veut simplement des gens qui mettent les mains il y a eu toutes là les où ça fait mal. Oui, voilà, il y a eu toutes les maladresses de Macron, effectivement, qui l'ont plombé, parce que sa politique, on peut en discuter. Bon, je ne suis pas pour la politique Macron, enfin, il peut se défendre sur un certain nombre de points. Le problème, c'est qu'il a répété des fautes psychologiques graves, quoi. Surtout dans l'évolution actuelle de toutes nos démocraties, où effectivement les gens d'en haut sont soupçonnés. Alors parfois à tort, parfois à raison. Enfin, il y a une révolte populaire aux États-Unis, c'est pareil. Dans toute l'Europe, pratiquement, les classes populaires sont en dissidence par rapport aux dirigeants, au sens large du terme, pas seulement politique, quoi. Et c'est une situation dangereuse d'ailleurs, parce que ça peut inciter les masses d'électeurs à se tourner vers des régimes moins démocratiques ou moins respectueux des principes, des droits de l'homme. C'est dangereux. Et donc Macron a été maladroit, très très maladroit. Et donc il y a une réelle rupture, Jean-François Collet-Simon, entre le Premier ministre et le Président là-dessus, dans la manière de faire, la méthode. Vous semblez perplexe. Je ne sais pas s'il y a une véritable rupture. Enfin, je veux dire, Michel Barnier est un homme politique respectable qui était parti, je ne suis pas du tout péjoratif, il était parti pour retraite. Bon, il avait surtout été un représentant de l'Europe. Il était loin de la vie nationale. Enfin, il avait occupé, mais c'est assez longtemps, une part dans la vie nationale au sein de la fraction, je dirais, la plus centriste du RPR. Je sais pas, en tout cas la plus périphérique, le moins le noyau dur que l'extension vers un peu le reste de la droite. Il avait toujours un côté un peu, en fait, social-démocrate, voire démocrate chrétien, etc. Mais enfin, sa grande carrière, ça avait été l'Europe. Bon, il revient, très bien. Normalement, ça n'aurait pas dû être lui, ça aurait dû être Cazeneuve. Si la gauche s'était pas entendue pour tuer Cazeneuve au passage et considérer que c'était un scandale. La gauche, pas la mienne. Oui, mais normalement, ça aurait dû être Cazeneuve qui, dans cette espèce de, je dirais, d'assortiment d'un centre, était au barycentre de l'affaire. Voilà, était un peu plus à gauche tout de même, et aussi avait exercé des fonctions importantes plus récentes. Et dans un contexte douloureux et pénible pour le pays, qui était celui du Bataclan. Des attentats à l'intérieur, puis à Matignon ensuite. Mais bon, une certaine gauche a décidé que Cazeneuve ne serait pas là. Donc Barnier est là. La vérité, c'est est-ce que le discours de Cazeneuve aurait été très différent de celui de Barnier, puisqu'il s'agit de rassurer un Parlement qui est au bord
de la crise de nerfs et de l'éruption. Il aurait été nécessairement différent, Sous quelle forme pas totalement Laurent à Geoffrin l'opposé. Il aurait été plus social et Voilà. et un peu plus fiscal probablement. Et la réforme des retraites aurait probablement été amodiée plus qu'elle ne le sera cette fois-ci. Ok. Mais ce sont des différences moins importantes qu'entre les extrêmes, évidemment. Oui, on est d'accord. Mais il aurait fait le même exercice. C'est-à-dire qu'il fallait rassurer sur certains points. Rassurer une fraction de l'opinion sur le fait qu'on va remettre de l'ordre et que l'immigration, on va la penser enfin. Qu'est-ce qu'on en fait? Bon, au moins ça. Qu'il faut rassurer les classes moyennes. Qu'il faut rassurer les plus défavorisés, 2% de SMIC. Oui, la situation économique est catastrophique, il faut faire rentrer de l'argent, mais on va s'adresser aux sociétés qui font le plus de profit et aux revenus les plus importants. Sur tous ces points de vue, les accents, les dosages peut-être auraient été différents. Certainement, avec encore une fois, bien sûr, chacun a Mais sa ça marge. n'aurait pas été fondamentalement... Mais je ne pense pas qu'on aurait quelque chose d'autre que... Ça veut dire que la marge de manœuvre est relativement étroite et qu'on a un état des lieux, en fait. Et je ne pense pas que Cazeneuve aurait demandé le vote de confiance non plus, parce qu'il n'aurait pas pu. Donc, voilà. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'à un moment, il y a eu quand même des personnalités qui ont été condamnées chacune par son camp. On parlait de Cazeneuve par le camp de la gauche, Bertrand par le camp de la droite. Mais en fait, on voit qu'à un moment, il aurait peut-être pu se former un gouvernement qui aurait peut-être été, et ça c'était une nouveauté, plus un gouvernement d'union nationale. Le Front républicain, c'était le seul message. Et pourquoi ça n'est pas plus d'union nationale? Alors, c'est ça un peu l'enjeu. Parce que la classe politique française n'a pas compris comment on gérait un parlement où il n'y a pas de majorité. En fait, ils n'ont pas compris. Donc ils sont restés sur des schémas un peu anciens. La gauche disant on est premier, donc c'est à nous de gouverner tout seul, c'est absurde, et la droite disant la droite classique, LR, disant alors finalement on a beaucoup plus de députés qu'on ne pensait, et donc on doit gouverner. Mais ça ne marche pas comme ça marche par coalition. Et ça, on est incapable de alors, ils ont fini par le comprendre, ils ont fini, d'ailleurs, je ne vais pas me citer moi-même, c'est ridicule, mais moi, j'avais pensé au départ, après le lendemain, au lendemain des législatives, j'avais fait des calculs tout bêtes arithmétiques. La gauche, ça faisait 200 députés, tout compris, à peu près. La droite plus le centre, ça faisait plus. Donc je me suis dit, il va y avoir un gouvernement de la droite et du centre. C'est arithmétique. Et alors, ils ont mis 2 mois à s'en apercevoir. Ils ont mis 2 mois à le faire. Et ça, c'est de la faute de Macron. Il aurait dû nommer Castet tout de suite, convoquer le Parlement immédiatement. Parce qu'il craignait qu'en le nommant Castet, elle reste 1 mois au pouvoir, en attendant la session parlementaire normale, et que pendant ce temps-là, elle détricote tout ce qu'il avait fait. Donc il n'avait pas voulu la nommer. Mais il aurait dû la nommer tout de suite, il convoquait le Parlement, il a le pouvoir de le faire, et à ce moment-là, elle aurait été renversée, et à ce moment-là, il se serait retourné vers le Parlement en disant « Mais vous avez renversé cela, alors qu'est-ce que vous voulez ?» Et du coup, il n'aurait pas été le principal responsable de la situation. Il aurait passé le ballon, comme de toute façon, il est obligé de le faire, parce que c'est la 5e. La 5e est un régime présidentiel quand le président a une majorité, c'est un régime parlementaire quand il n'a plus de majorité. Donc, on est dans un régime parlementaire rationalisé, comme disait Michel Debré, c'est-à-dire que l'exécutif garde des... Donc là, Emmanuel Macron a manqué d'esprit de calcul. Il en a trop eu, à mon avis, parce qu'il s'est dit... si je mets cette Castet au pouvoir, ça va lui donner une légitimité excessive. Il a voulu continuer à être dans le jeu alors qu'il venait de se faire éjecter. C'est ça, alors, le Canard enchaîné rapporte, juste quand même pour apporter un peu de gaieté dans ce triste tableau, que lors du premier Conseil des ministres, le président de la République s'est retrouvé, alors c'est le Canard, mais bon, flanqué à sa droite de Bruno Retailleau et à sa gauche de Migaud. Et qu'il aurait eu un bon mot, ce sarcasme, en disant cette fois, vraiment, en même temps, on est arrivé aux extrêmes. Bon, je pense que... d'ailleurs, c'est une question pour Laurent Geoffrin, parce qu'il est plus féru que moi là-dedans, et plus savant. Est-ce que Migaud est un type de gauche? Il a été tout longtemps, oui. Oui, enfin, est-ce qu'il est aujourd'hui? Est-ce qu'il l'est maintenant? Non, c'est pas pour vous mettre en porte-à-faux. J'ai bien compris. Il garde certains réflexes, je pense. Ouais. C'est-à-dire par exemple, il a contré Retailleau. Cela dit, c'est souvent le rôle du ministre de la Justice que de contrer le ministre de l'Intérieur. Mais du coup, ça donne l'idée que l'attelage
justice intérieure ne fonctionne pas bien. Est-ce qu'il Il fonctionne ne jamais sort pas bien. des travers? Il fonctionne jamais bien parce que les uns défendent les droits et le ministre de l'Intérieur, lui, il veut mettre les gens en prison. Donc, on lui demande de faire ça. Hein, c'est escalité. Et donc, ils ont forcément une vision un peu antagonique. C'est normal. Ça a toujours été comme ça. Hein. Pourquoi votre question, Jean-François Collet-Thibault, sur Didier Migaud? Parce que c'est la seule prise réelle. Alors bon, c'est vrai que Migaud est un type qui avait déjà fait une carrière de président de la Cour des comptes, Oui, d'ailleurs carrière irréprochable de président de la Cour des comptes, il faut le dire. Mais il avait été déjà choisi par Nicolas Sarkozy à cette fin. Mais c'est la seule prise notable, je dirais. Et donc, voilà. Je voulais simplement savoir si la gauche le considère encore comme quelqu'un de gauche ou est-ce que participer à un effort de maintien des institutions, on est frappé d'excommunication. Non, mais il y a une gauche et une droite. Donc là, les gens disent la gauche va voter la motion de censure. Mais elle a toujours fait ça. La gauche censure la droite. Et la droite censure la gauche. Après, le Parlement vote. C'est dans l'ordre des choses. Mais est-ce qu'on est pas, encore... C'est pas du sectarisme. Ils ne sont pas d'accord sur la politique. Donc voilà, Mais est-ce qu'on... Parce que si on confond tout le monde, l'alternative, ce sont les extrêmes. Donc ça, c'est dangereux. Oui, mais oui, est-ce qu'on est... Oui, bien entendu, mais est-ce qu'on est encore dans un régime de bipolarité droite-gauche, d'ailleurs, que Emmanuel Macron s'est efforcé de réduire, lorsque on a d'un côté Jean-Luc Mélenchon et de l'autre Marine Le Pen? Et que ce sont eux qui pèsent. On l'est moins qu'avant. Et ce sont eux qui pèsent réellement, en fait, vrai, aujourd'hui. On l'est moins qu'avant. Les forces politiques rationnelles et de gouvernement sont très, très affaiblies. Ça, c'est vrai. Mais la technique qui consiste à se placer au centre... Donc, est-ce qu'à ce moment-là... Oui, mais se placer au centre sans qu'il y ait d'alternative entre des équipes, et c'est ça qui est dangereux. C'est très dangereux parce qu'au bout d'un certain temps, les gens se disent, mais il y en a marre de ces types-là. C'est bien le choix qu'a fait Emmanuel Macron en renouvelant la politique mais en 2017. moi, j'ai jamais été macroniste, donc je trouve que cette idée de convergence des centres, alors c'est imposé de soi-même, donc c'est comme ça, c'est les électeurs qui ont choisi. Mais c'est dangereux à terme. Parce que comment sortir de ça maintenant? Parce que non, ça consiste à jouer à la roulette russe, ce truc-là. Parce que vous avez un pistolet où il y a une seule balle, et ça, c'est le pistolet que tient le gouvernement centriste, et à chaque fois qu'il tire, il n'y a pas de coup, donc ça va. Mais un jour, la balle se met devant le canon et le coup part. C'est-à-dire qu'on se retrouve soit avec Le Pen, soit avec une présidentielle au deuxième tour avec Mélenchon-Le Pen, ce qui est le cauchemar absolu. Et on risque toujours ça. Bien sûr. Donc je pense que les commentateurs, ils font ce qu'ils veulent, mais ils devraient faire attention au fait que, à force de taper sur les partis de gouvernement, ils vont finir par mettre au pouvoir des gens qui sont pas du tout recommandables. Alors, moi, je fais votre boulot, messieurs. Je suis désolé. Jean-François... Moi, parce qu'on a la chance d'avoir Laurent Geoffrin, tout de même, qui est quand même, je dirais, on peut le dire, son travail de journaliste n'a jamais été touché par ça, mais qui, par ailleurs, est quand même un intime de François Hollande, en tout cas proche, en tout cas le connaissant bien. On a les mêmes idées, c'est vrai. Voilà. Peu de choses près. Alors, ce retour de l'ancien président... C'est pour remettre de l'ordre dans le PS? C'est quoi? Enfin, comment vous le voyez, vous, Laurent? Non, mais excusez-moi, parce que c'est... Non, mais c'est intéressant, parce que s'il y a quelqu'un qui connaît à la fois le politique Hollande et l'homme Hollande, c'est quand même un peu Laurent Geoffrin, quoi. Encore une fois... Il y a deux choses. Hollande... il nous reste 1 minute 30 en plus. Oui, alors Hollande pense qu'il a été injustement décrié, que son quinquennat n'est pas si mauvais, c'est ce qu'il pense. Alors, il peut penser à autre chose. Premier point. Deuxième point, la politique, c'est sa vie. Il a toujours été dédié au service public pour faire noble, ou à le pouvoir, en tout cas. Et donc, il se sent mal quand il n'y est plus. Donc, il s'est fait réélire député parce que c'est un combattant, et opiniâtre, très bonhomme, mais très déterminé. Et donc, il pense qu'il a une qualité personnelle suffisante pour jouer un rôle dans les années qui viennent. Alors, le rôle, lequel, ça ne dépend pas de lui, en fait, ça dépend beaucoup des circonstances. Si les circonstances s'y prêtent, jouer un rôle, ça veut dire 2027 ? Par exemple, oui, c'est possible. Pourquoi ça ne voulait pas dire le gouvernement, là? Pourquoi il n'est pas membre du gouvernement? Il aurait pu être contacté par Michel Barnier? Non, parce que Macron n'en voulait pas, de toute manière, à mon avis. Et lui non plus. Il était président de la République. Donc se retrouver ministre dans un gouvernement de droite, c'est un peu bizarre pour un... Il vise autre chose. Oui, il vise autre chose. Il vise d'abord
à rétablir un parti socialiste réformiste et Voilà, c'est raisonnable. la question Ça. finalement de sortir de cette convergence du centre et peut-être de rétablir cette gauche et cette Voilà, droite mais une de gauche gouvernement. crédible, une gauche Voilà. capable de gouverner, ce qui n'est pas le cas avec les LFI. Eh ben, on va inviter Merci à François tous les deux, Hollande. merci Laurent Geoffrin et merci Jean-François Colossimo. Merci beaucoup Laurent Geoffroy, ancien directeur de Libération, auteur de La conquête de la liberté, Jean-François Colossimo, essayiste, écrivain, historien des religions. Merci à tous d'avoir suivi cette matinale, merci à Pierre-Henri PSG qui l'a réalisé.